Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 9, la reine cadavre du Portugal. Au milieu du XIVe siècle, le roi Pierre Ier du Portugal avait le cœur tellement brisé par la mort récente de sa femme qu'il a exhumé son cadavre pour la faire couronner reine. Elle était assise à côté de lui sur le trône pour que tout le monde puisse lui rendre hommage. Et c'est l'un des scandales romantiques les plus étranges et les plus glauques de l'histoire. Elle s'appelait Inès de Castro et la romance tragique entre Pierre et Inès a provoqué un tel clivage qu'elle a conduit à une guerre civile. Inès de Castro est née en 1325 dans une famille noble et dont le sang remonte à l'ancien royaume de Galice. En 1340, alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans, elle a été envoyée comme dame d'honneur à la cour du prince héritier Pedro ou Pierre. À l'époque, Pierre était marié à Constance de Castille et n'était pas encore roi, mais il est tombé follement amoureux de l'adolescente, qui était accessoirement aussi la cousine de sa femme. Sa femme se rend très vite compte qu'une liaison avait commencé, mais elle meurt 5 ans plus tard seulement, après avoir donné naissance à leur fils. Pedro, qui n'est encore qu'un prince, demande à son père, le roi Alfonso, s'il peut finalement prendre Inès de Castro comme épouse. Mais les choses ne se passeront pas comme Pedro l'avait espéré. Son père rejette sa demande et bannit la femme de la cour par crainte de son influence et celle de ses frères sur son héritier. Mais le couple se marie tout de même en secret, ce qui fait de Castro la future reine. Ils auront même 4 enfants ensemble, mais le roi refusera toujours de reconnaître leur union et considère Inès comme une menace pour le royaume. Et pour cause, Inès et ses frères de Castille en Espagne avaient une très grande influence sur son fils et héritier Pedro, si bien que le complot a commencé pour se débarrasser d'elle. Selon des récits historiques, elle a été décapitée devant ses propres enfants. Et Pedro, fou de rage, déclara la guerre à son propre père. Avec l'aide des frères d'Inès, ils ont rassemblé une armée et sont entrés dans la ville pour en prendre le contrôle. Cependant, ils finiront par conclure une trêve en 1357. Et Pedro allait finalement hériter du trône après le décès de son père. Il retrouve les meurtriers de sa chère Inès et assiste à leur exécution par cardiectomie, c'est-à-dire qu'on leur a littéralement arraché le cœur alors qu'ils étaient vivants. Mais il ira jusqu'à déclarer sa défunte épouse reine légitime du Portugal et fait déterrer son cadavre de sous terre. Puis, elle a été couronnée à la vue de tous et tous les nobles ont dû baiser la main de la reine cadavre. Numéro 8. Une identité volée. Dans le petit village français d'Artigas, un homme du nom d'Arnaud Dutil a été mis à mort le 16 septembre 1560. Il a été condamné à mourir par pendaison pour un crime qui n'avait pas encore vraiment pris son essor. On prétendait que pendant 3 longues années, il avait pris l'identité d'un autre homme et vivait sous le nom de Martin Guerre. Il était donc coupable d'usurpation d'identité. Il est entré directement dans sa vie et a été accueilli par la femme de Martin et leurs 2 familles respectives. Ils ont tous cru que c'était bel et bien Martin qui revenait vers eux après 8 longues années d'absence. Arnaud a même fini par avoir 2 enfants avec la femme de Martin. Et bien que tout cela puisse paraître invraisemblable, tout est vrai. Les archives judiciaires de Toulouse contiennent des preuves du procès. Et grâce à ces dernières, nous savons même comment il a réussi à duper tout le monde. Il faut tout de même garder à l'esprit que la mémoire humaine est une drôle de chose. Et après 8 longues années sans voir le visage de quelqu'un, on peut facilement être trompé par le visage d'une personne qui lui ressemble un tant soit peu. Quand Arnaud s'est présenté, il a prouvé qu'il était Martin en récitant les mêmes mots que ceux qui s'étaient dit avec sa femme la nuit de leur mariage. Il disposait d'assez d'informations pour passer clairement pour Martin. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours, enfin pour 3 ans. C'est en 1559 que la femme de Martin a réalisé qu'elle avait été dupée. Tout s'est passé parce qu'Arnaud avait exigé de son oncle une part de l'héritage de son père, ou celui du vrai Martin, décédé durant son absence. C'est là que son oncle se doute de la supercherie et tente même de l'assassiner. Il s'est avéré qu'Arnaud avait été confondu avec Martin sur la route près de la ville par 2 vieux amis de Martin. Il a pu obtenir assez d'informations d'eux pour prendre l'apparence de Martin et s'immiscer dans sa vie. Durant l'appel de son procès, le vrai Martin est amené et Arnaud Dutil avoue qu'il n'est qu'un vulgaire imposteur. Et par le même arrêt prononcé le 13 septembre 1560, ce dernier est condamné à faire amende honorable et à être pendu.
Alexandre Dumas l'évoque longuement dans le roman historique Les Deux Dianes et Daniel Vigne dans le film Le Retour de Martin Guerre qui a même fait l'objet d'une adaptation américaine, Sommersby. Numéro 7. Les procès d'animaux. Les procès d'animaux étaient une réalité dans l'Europe médiévale entre le XIVe et le XVIe siècle. Ces procès étaient considérés comme des procédures officielles sérieuses qui pouvaient parfois durer plusieurs mois. Des avocats représentaient même les animaux et des procureurs représentaient les tribunaux. Les autorités médiévales pensaient que le diable pouvait inciter les animaux à commettre des actes maléfiques sous son influence. En 1494, un enfant avait été mutilé après avoir été attaqué par un jeune cochon. Le cochon a alors été traduit en justice et a été accusé d'avoir tenté de commettre un meurtre. Le cochon a même perdu son procès et a été pendu à une potence en bois. Personnellement, j'aurais plus opté pour un bûcher, mais ce n'est que moi. Et au XVIe siècle, un certain Barthélemy de Chasseneuse, juriste français, a défendu un groupe de rats qui avait été surpris en train de ruiner les récoltes d'orge de certains fermiers locaux. Il argua que les rats ne pouvaient se présenter car dispersés dans la nature, ils n'avaient pu entendre la convocation. On lut alors la conversation dans les champs durant 3 semaines durant, après quoi il expliqua que ses clients et leurs petites pattes n'avaient pas eu le temps d'arriver jusqu'à leur juge, ou encore que les chats les empêchaient de se mouvoir librement en ville pour se rendre au tribunal. Il a même réussi à faire instaurer un couvre-feu pour les chats pendant tout le procès, mais l'affaire a finalement été rejetée et les rats furent acquittés. C'est ce que j'appelle un avocat. Enfin, en 1474, en Suisse, un coq a été brûlé sur le bûcher pour avoir soi-disant pendu un œuf. Le tribunal a prétendu que le coq allait à l'encontre de la nature après la découverte de 3 œufs dans son nid. En gros, ils ont dit que le coq était accusé de sorcellerie et ils l'ont donc brûlé comme ils l'auraient fait pour une sorcière humaine. Franchement, quelle excuse on n'inventerait pas pour un bon poulet rôti? Numéro 6. Les boîtes à poucas florentines. Pendant les années 1400, il y avait des boîtes placées autour de la ville de Florence, connues sous le nom de tambouros. Ces boîtes étaient des sortes de réceptacles pour les mouchards. Les gens pouvaient laisser des notes anonymes à l'intérieur de ces réceptacles, surnommés les trous de la vérité, et des mesures étaient prises ou non selon la gravité des faits. Des officiers spéciaux florentins parcouraient les notes et enquêtaient si nécessaire. C'était une façon pour les citoyens de se dénoncer les uns les autres. Une note très étrange a même été découverte en 1476 dans l'un de ces récipients. Il s'agissait d'un témoignage affirmant qu'un homme nommé Jacopo Saltarelli, un jeune homme d'environ 17 ans, participait à des activités immorales. Le témoignage poursuit en nommant plusieurs des hommes les plus prestigieux de Florence. L'un de ces hommes était Léonard de Vinci lui-même, l'un des plus grands esprits de l'histoire. Il est généralement admis par les historiens de nos jours que Léonard préférait en effet la compagnie des hommes, mais cela était loin d'être une évidence à l'époque. Mais la partie vraiment étrange de toute cette affaire est que, coupables ou non, ils ont été arrêtés à cause des urnes publiques où les gens pouvaient se dénoncer les uns les autres. Mais au final, personne n'a été persécuté et toutes les accusations ont été balayées sous le tapis. C'était principalement parce que les noms des personnes listées étaient parmi les hommes les plus influents de l'époque. En tout cas, d'après l'Union postale universelle, ce sont ces mêmes boîtes qui ont inspiré notre inoffensive boîte aux lettres actuelle. Numéro 5. Le cas de John/Eleanor Reicheneur. John Reicheneur, également connu sous le nom d'Eleanor Reicheneur, était ce que l'on peut appeler vulgairement un travesti prostitué du XIVe siècle. John a été arrêté en décembre 1394 pour avoir commis un acte obscène avec un homme alors qu'il était habillé en femme. De nos jours, cela n'est plus aussi mal vu qu'autrefois. Mais dans les années 1300, 2 hommes qui s'ébattaient dans une ruelle sombre par une froide nuit de Londres étaient considérés comme une offense à la vie elle-même. John n'a pas eu de problème parce qu'il vendait ses talents uniques, mais parce qu'il les vendait à un homme en portant une robe. L'affaire est devenue un tel fiasco à Londres qu'elle a été portée devant les tribunaux. Et c'est au cours de ce procès que la vie secrète de John Reicheneur a été révélée. D'après son témoignage, c'est une femme, Elizabeth Browderer, qui l'a initié au métier.
Elisabeth était une brodeuse londonienne qui, selon John, lui servait d'entremetteuse. En d'autres termes, c'est elle qui lui trouvait des clients. C'est elle qui lui confectionnait ses robes et qui le mettait en contact avec sa clientèle, apparemment des hommes, des femmes et même des prêtres et des religieux. C'est véritablement le premier cas public d'une telle affaire de mœurs à Londres et on peut dire qu'elle a marqué l'histoire durablement. Numéro 4, un échange d'épouses médiévales. Des scientifiques ont découvert un ancien échange d'épouses dans un vieux manuscrit médiéval. Mais pour les esprits galopants, je vais vous décevoir, ce n'était pas vraiment de l'échangisme. Le personnel du Fitzwilliam Museum de Cambridge a remarqué quelque chose d'anormal sur une image dans un livre de prières illustré qui a été commandé par une femme très riche au XVe siècle. Les scientifiques ont usé de la technologie infrarouge pour voir que la femme dans la peinture a été dessinée sur une femme antérieure qui avait été effacée et remplacée. Cette découverte les a conduits à l'étrange histoire du duc François Ier de Bretagne. La première épouse du duc était la duchesse d'Anjou, Yolande d'Aragon. En 1431, la mère de Yolande a commandé le manuscrit. Mais après sa mort en 1440 et son remariage en 1442, le duc a modifié le manuscrit. Il a fait repeindre sa défunte épouse et l'a fait remplacer par sa nouvelle femme, Isabelle. L'équivalent moderne de cette pratique serait de photoshopper votre ex d'une photo. Numéro 3, la nonne qui a simulé sa mort. L'historienne Sarah Rhys-Jones est celle qui est tombée sur la véritable histoire d'une nonne médiévale qui a simulé sa propre mort afin d'échapper à un couvent. Sarah examinait les registres d'un archevêque d'York de 1304 à 1405 lorsqu'elle est tombée sur une lettre. La lettre date de 1318. Écrite par l'archevêque William Moulton. Il décrit dans sa lettre une rumeur scandaleuse impliquant une nonne nommée Joan. L'archevêque cherchait l'aide du doyen de Beverly pour retrouver Joan et la ramener au couvent. Il aurait créé un faux cadavre pour être enterré par ses sœurs religieuses après avoir simulé sa mort. Ensuite, elle se serait enfuie pour assouvir ses pulsions charnelles selon les paroles de l'archevêque. Et comme nous sommes dans les années 1300, ce qu'il peut insinuer par pulsion peut aller de la dégustation d'un bon vin à travailler dans une maison de plaisir. Mais nous ignorons toujours ce qui est advenu de cette femme. Tout ce que nous savons, c'est que Joan a été l'une des premières religieuses à simuler sa propre mort en allant jusqu'à créer un faux corps afin de poursuivre ses rêves. Numéro 2. La revanche de la tête coupée. Sigurd Eysteinsson, également connu sous le nom de Sigurd le Puissant, était un très grand guerrier viking et le deuxième comte des Orcades. Il a régné entre 875 et 892, prenant le pouvoir après que son frère ait aidé le roi Harald à éradiquer un groupe de vikings rebelles qui causaient des problèmes. Après les combats, le frère de Sigurd a reçu les Orcades et les îles Shetland ainsi que le titre de comte ou de jarl. Il a transmis l'île et le titre de comte à Sigurd qui a commencé à étendre son territoire dans tout le nord de l'Écosse. Par expansion du territoire, j'entends effusion de sang et batailles sanglantes. Les conquêtes de Sigurd se passaient très bien jusqu'à ce qu'il trahisse le souverain local du royaume de Morie, Maelbrigit le Dentelé. Les deux hommes s'étaient mis d'accord pour épargner autant de vies que possible en n'amenant que 40 hommes à la bataille. Le gagnant remportera tout. Mais Sigurd tricha et amena le double des hommes, c'est-à-dire 80. Il décima donc logiquement ses adversaires. Et après la bataille, Sigurd ordonna à ses hommes de décapiter les soldats tombés au combat, puis d'attacher leurs têtes à leurs chevaux en signe de célébration. Sigurd décapita Maelbrigit et attacha sa tête à son propre cheval. Mais alors qu'il rentrait chez lui sur la route cahoteuse, les énormes dents de Maelbrigit, souvenez-vous, surnommé le Dentelé, dont la tête coupée pendait à sa selle et grattait contre sa jambe jusqu'à le blesser. Les dents ont créé une plaie ouverte qui s'est infectée et Sigurd le Puissant meurt des suites de son infection. Ah, il n'y a pas à dire, mais mort, il avait une dent contre lui. Numéro 1, la croisade des enfants. Nous connaissons tous les récits des croisades, mais ce dont plusieurs n'ont probablement jamais entendu parler, c'est de la croisade lancée par un groupe d'enfants.
Ces enfants étaient dirigés par un garçon de 12 ans nommé Étienne de Cloyes. Ils ont marché vers Paris en 1212 et ont exigé une rencontre avec le roi de France, Philippe Auguste. Ces enfants cherchaient à obtenir la permission de mener leur propre croisade. Ils étaient convaincus d'être investis par la mission divine de chasser les musulmans de Jérusalem et de récupérer la Terre Sainte pour les catholiques. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, car la plupart des documents historiques ont été perdus ou les informations sont incomplètes. Mais ce que nous savons, c'est qu'Étienne était un personnage historique bien réel, et que lui et son groupe de jeunes voulaient vraiment marcher vers Jérusalem. Ils n'avaient pas d'armes, mais portaient des croix et des bannières. Ces enfants croyaient qu'ils allaient convertir les musulmans par une intervention divine et les persuader de partir. Il y avait en réalité deux groupes de jeunes, l'un en France et l'autre en Allemagne. Le cortège germanique était conduit par un jeune berger, Nicolas, qui avait environ 30 ans. Mais à lui seul, Étienne avait réussi à rallier environ 30 000 enfants à sa cause, selon les chroniqueurs de l'époque, mais le chiffre est probablement exagéré. Ces enfants n'avaient pas vraiment le savoir-faire nécessaire pour entreprendre une telle expédition. Après le rassemblement à Paris, nous n'avons plus de traces du cortège de puéris français. Aucune source contemporaine française ne mentionne une tentative pour se rendre en Terre Sainte. Par contre, le cortège germanique suit Nicolas qui leur promet un miracle. La Méditerranée se fondra devant leurs pieds quand ils atteindront Gênes, en Italie, leur permettant d'atteindre la Terre Sainte à pied. Ils entreprennent alors le voyage vers l'Italie dans des conditions misérables, et quand les croisés atteignent enfin Gênes, ils s'attendent à ce que la mer se fonde devant eux, comme cela avait été promis par Nicolas. Mais malgré toutes leurs prières, le miracle ne se produit pas. L'entrain des pèlerins disparaît tout d'un coup, et à ce moment-là, plusieurs d'entre eux, ayant perdu tout espoir concernant la réussite de leur croisade, tentent de retourner chez eux. Mais cela signifie d'affronter à nouveau la traversée des Alpes. La plupart abandonnent sur le chemin du retour et sont engagés comme travailleurs très mal payés. D'autres décèdent de maladies et de faim. Et ceux qui parviendront à retourner en Allemagne seront accueillis avec des moqueries. Et découvrent cette énigme qui était gelée dans les glaces de l'Antarctique depuis plus d'1 siècle et qui vient finalement d'être résolue.